Souvent écrits au masculin, les grands récits de l'histoire de l'art ont fait peu de cas des écrits produits par les artistes femmes. Pourtant, du journal intime à l'article de presse, ces textes d'une grande diversité témoignent des désirs, des efforts, des difficultés et des succès des créatrices. En puisant dans leurs mots, le podcast Paroles d'artistes femmes propose de faire entendre leur version de l'histoire. Les perspectives singulières ainsi dévoilées nous permettent de mieux comprendre les œuvres plastiques, mais surtout de renouveler notre compréhension des dynamiques de l'histoire de l'art. Dans cette première saison, coproduite par Aware et le musée d'Orsay, avec le soutien du musée Femmes, nous écouterons les artistes engagées de la seconde moitié du XIXe siècle. Par l'écrit, elles ont défendu pour les femmes, entre autres revendications, la fondation de sociétés artistiques non mixtes, l'accès à un enseignement artistique de qualité et le droit à concourir au Prix de Rome. Paroles d'artistes femmes, épisode 2. Ce deuxième épisode est consacré à Hélène Berthaud, née Joséphine Charlotte Hélène Pilate en 1825, qui fut bien plus qu'une sculptrice talentueuse. Elle revendiqua le droit des femmes à créer, à apprendre, à exposer. Sa valeur fut reconnue et tôt. Hélène Berthaud devint l'une des rares femmes à s'illustrer en France dans le domaine de la sculpture monumentale et publique. Elle remporta plusieurs médailles d'or au Salon, dont celle attribuée à son œuvre la plus célèbre, Psyché sous l'Empire du Mystère, présentée à l'exposition universelle de 1889 et à celle de Chicago en 1893, aujourd'hui conservée au musée d'Orsay. Observons-la. L'œuvre représente la jeune épouse d'Éros, Psyché. Le dieu de l'amour ne lui rend visite que la nuit, car elle ne doit pas tenter de découvrir son identité. Un jour, poussée par la curiosité, elle décide de contempler son amant endormi. Psyché se tient debout, nue, et tient une lampe d'huile pour l'apercevoir. La figure, taillée dans un marbre d'une blancheur laiteuse, est comme diaphane, énigmatique, dressée dans une immobilité méditative. La ligne ondoyante du torse et des hanches confère à la silhouette une souplesse, tandis que la position des bras, pour l'un replié et pour l'autre le long du corps, accentue l'impression d'un moment suspendu. Sa tête inclinée, son regard pensif, confirme le mystère rompu ou sur le point d'être rompu de l'identité de son mari. La pureté classique des lignes de son corps fut saluée par la critique. Berthaud découvre la sculpture à l'âge de 12 ans, aux côtés de son beau-père, artisan modeleur, puis complète sa formation auprès du sculpteur académicien Augustin Dumont. Fait inhabituel, elle forme son concubin puis époux, Léon Berthaud, qui devient son praticien. Elle expose à partir de 1849 au Salon, dont elle est médaillée en 1864 pour « Jeune Gaulois prisonnier des Romains », aujourd'hui conservé au musée des Beaux-Arts de Nantes. La sculpture, à l'esthétique néo-canovienne alors en vogue, est un exemple d'élégance et de pureté des formes et un des premiers nus masculins sculptés par une femme. Mais c'est dans la seconde partie de sa carrière qu'Hélène Berthaud s'impose véritablement. 1873 est une année décisive de son existence. Elle ouvre à Paris un atelier de sculpture au 233 bis rue du Faubourg Saint-Honoré. Puis en 1879, elle fonde une école de sculpture pour les femmes artistes avenue de Villiers, dans un hôtel particulier plus vaste pour son cours de sculpture. Le 6 mai 1879, lors de son discours pour l'inauguration de la nouvelle école, elle s'adresse à ses élèves. Mesdames, mes chers élèves, vous êtes les fondatrices d'une école qui n'emprunte sa forme d'aucun précédent. À ce titre, je dis que vos noms auront tous droit à la reconnaissance de vos successeurs, car, maintenant que le premier exemple est donné,
d'autres vous suivront, et l'école de sculpture pour les femmes sera désormais, grâce à vous, un besoin dans notre pays. Reconnaissons pourtant que l'initiative privée est insuffisante pour donner à vos belles aptitudes le secours qu'elles méritent. Le temps n'est pas loin, je l'espère, où nous aurons notre école des beaux-arts presque semblable à celle des hommes, et nous offrant avec la même protection les mêmes chances de distinction. En mai 1881, son allocution préfigure la naissance quelques mois plus tard de l'Union des femmes peintres et sculpteurs et constitue un des premiers manifestes de revendication féminine dans le domaine artistique. Une force ignorée, méconnue, retardée dans son essor est celle de la femme artiste. Un espèce de préjugé social pèse encore sur elle. Et cependant, chaque année, le nombre des femmes qui se vouent à l'art va grossissant avec une rapidité effrayante. Je dis effrayante parce que nos institutions, ne faisant rien encore pour la grande culture de ces intelligences en ardent travail, les résultats de tant d'efforts sont souvent impuissants ou ridicules. Nous sommes cette force. Et pour le démontrer jusqu'à l'évidence, nous allons nous grouper. Rassemblons-nous, afin de nous compter, de nous défendre. Soyons unis pour la loyale lutte. Appelons-nous l'Union des femmes peintres et sculpteurs. Le but de cette nouvelle association est d'organiser des expositions d'artistes femmes où il n'y a plus de jury. Le salon rond avec toute hiérarchie dans la présentation. Amatrices, débutantes ou professionnelles, toutes ont le droit d'être visibles. Entre-temps, Hélène Berthaud devient la première femme membre du jury du salon et reçoit une autre médaille d'or grâce à sa psyché sous l'emprise du mystère, décrite plus tôt. Elle revient sur cette récompense et explique que si la femme réclamait sa place au soleil de l'art, c'est bien car elle est capable de la tenir. Je vous assure que pour moi les honneurs ne sont rien. Ce que je veux, avant tout, c'est faire œuvre d'artiste. J'aurais pu, dès le début, façonner des figurines, sculpter de jolies statuettes susceptibles de plaire au public, mais on aurait traité mon talent d'amateur. Je ne l'ai pas voulu. J'ai tenu à montrer que la femme pouvait, tout aussi bien que l'homme, s'adonner à la sculpture sérieuse. J'en ai été récompensée, puisque ma psyché a été achetée par l'État et mise au Luxembourg. Elle ne prend pas le temps de goûter au succès et s'engage dans un nouveau combat, celui d'ouvrir l'enseignement gratuit aux femmes à l'École des Beaux-Arts de Paris. C'est en juillet 1889 qu'elle plaide l'accès au plus grand nombre à la profession et à la reconnaissance d'un savoir-faire. Elle dénonce la condition d'infériorité des femmes à toutes les étapes de leur vie, mais surtout dans l'éducation. Ce qui manque, c'est l'éducation artistique. Au salon, si les femmes pouvaient concourir avec les hommes, elles se trouveraient toujours en état d'infériorité, n'ayant jamais profité du haut enseignement donné à l'école des beaux-arts. Comment cela se fait-il que dans un pays où les femmes prennent part aux expositions annuelles dans la proportion d'au moins 1 sur 5 et obtiennent chaque fois des distinctions honorables, l'école des beaux-arts où se forment les peintres et les sculpteurs soit uniquement ouverte aux hommes? Nous sommes actuellement dans une période de transition où la femme est, jusqu'à un certain point, admise à entrer en concurrence avec l'homme. Mais comme elle y a été mal préparée, son infériorité éclate forcément, à la grande joie des envieux qui ne demandent pas avec quoi la femme produit ce qu'elle fait. Et les hommes triomphent. Ils continuent à discourir sur la prééminence indiscutable du sexe fort. Il y aurait un moyen si simple de faire éclater sa bonne foi et de mettre tout le monde d'accord. Ce serait de tenter l'expérience en soumettant jeunes filles et jeunes gens aux mêmes procédés pédagogiques, aux mêmes méthodes, au même entraînement.
en refusant plus longtemps aux femmes le droit de prendre leur part d'un enseignement dont l'État, c'est-à-dire tout le monde, hommes et femmes, font les frais. Les hommes donneraient la preuve qu'ils redoutent la concurrence féminine et que leur résistance n'a jamais eu d'autre modèle qu'une vanité ridicule et un égoïsme effréné. Qu'on arrange leurs heures d'études comme on voudra, que les classes aient lieu ensemble ou séparément, n'importe, pourvu qu'on agisse et tout de suite, car on a suffisamment tardé. Qu'on ne laisse pas plus longtemps s'atrophier ces forces vives de création et d'idéal qui sont perdues pour l'humanité depuis tant de siècles. Comme si nous en avions de trop. Certaines de ces affirmations nous paraissent aujourd'hui quelque peu surprenantes, venant de celle qui se voulait la défenseuse des droits des artistes femmes, mais elles doivent être replacées dans le contexte politique conservateur de l'époque, comme lorsqu'elle déclare « Qu'on ne m'accuse point de me faire l'apôtre des revendications féminines. Ce serait bien mal comprendre ma pensée, car je suis plus que tout autre ennemi de l'émancipation des femmes au sens politique, et par certains côtés social, que l'on attache à ce mot. Je veux simplement qu'une jeune fille bien douée puisse recevoir, comme les jeunes gens, le grand enseignement artistique et donner libre carrière à ses ambitions, si elles sont justifiées. Comment comprendre qu'on leur ferme les portes de cette école, quand on ne leur refuse pas le droit d'être peintre et d'exposer dans les salons? C'est à peu près comme si l'administration des Beaux-Arts disait « Nous voulons bien des femmes artistes, mais nous voulons les enfermer dans la plus humble médiocrité. Il leur sera permis de faire de l'art industriel, des éventails, des écrans, des petits pots de fleurs et des museaux de chats, mais nous leur barrons la route qui mène aux honneurs et à la gloire que nous nous réservons pour nous seuls. » Comme si le talent et l'inspiration n'avaient qu'un sexe. Les objections à ce discours ne manquent pas, mais Hélène Berthaud répond à toutes sans la moindre difficulté, à commencer par celles les plus rétrogrades qui voulaient garder la femme au foyer. Il faut bien reconnaître que chez les femmes comme chez les hommes, il y a des intelligences supérieures qui peuvent prétendre à une décoration plus haute qu'à celle du cordon bleu. Ceux-là même qui sont les fervents défenseurs de la femme pot-au-feu ne voudraient pas se couvrir de ridicule en refusant à la femme le moyen de parfaire son éducation artistique. Aux craintes d'une mixité trop poussée et scandaleuse dans les classes, elle rassure les hommes sur le fait que les artistes sauront se faire respecter. Et puis, l'école des Beaux-Arts n'a pas, que je sache, des propriétés spéciales pour rendre dangereux ce voisinage des deux sexes. Hommes et femmes ne vont-ils pas ensemble à l'école de droit et à l'école de médecine ? À l'argument selon lequel l'école des Beaux-Arts serait trop petite, elle rétorque que les hommes ne cherchent qu'à préserver leurs privilèges. L'école est bien grande pour accueillir les étrangers. On finira par ne plus croire qu'en votre égoïsme. On dira que vous avez peur de la concurrence féminine, de l'invasion de la femme dans les carrières que vous vous êtes réservées. Il est temps, nos seigneurs et nos maîtres, de rendre à la femme sa dignité, son honneur et sa personnalité. Finalement, à partir de 1897, les femmes auront accès aux cours théoriques et aux cours d'anatomie, et à partir de 1900, des ateliers leur seront réservés. Berthaud poursuit sa lutte pour que les artistes femmes obtiennent le droit à conquérir pour le prix de Rome, ce qui leur est accordé en 1903. Ce combat est symbolique car, même si le prix reste prestigieux, les enjeux esthétiques et de carrière ont changé, les avant-gardes s'étant détachés de l'école des Beaux-Arts. Nous sommes en route pour une dernière étape, une grosse étape. Tout chemin, dit-on, mène à Rome. Allons à Rome. Voulez-le, mes amis, allons-y, vous les jeunes, pour y trouver cette tradition qu'on ne déclare bonne que pour vos frères. Peintresses de tout genre et de tout âge, sculptrices et graveuses,
Unissons-nous pour réclamer ce qu'on refuse injustement à notre sexe. Toutefois, en dépit de maintes récompenses, sa candidature à l'Institut est rejetée à 2 reprises, en 1890 et 1892. Jamais Hélène Berthaud ne verra flamboyer sur sa poitrine le ruban rouge de la Légion d'honneur, mais elle garde l'espoir que son parcours hors norme ouvrira de nouvelles voies pour ses consoeurs. Fondatrice je suis, sociétaire je reste, avec la ferme confiance que l'œuvre va continuer et grandir. À la préparation, Mathilde Decroix avec l'équipe de Wear. À la réalisation, Élodie Royer. À la recherche et à la rédaction, Lucia Pezapan. Musique générique et sound design, Basile Bocquer. Musique originale, Giuliano Gil. Mixage, Simon Zrak. Voix off, Anna Sigalevitch. Voix artiste, Camille.